Alors en fait, on a choisi cette période-là, vraiment de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, parce que c'est très intéressant tout ce qui se passe. Il y a vraiment une thématique très liée entre l'art sourd à cette époque sur l'art en tant que tel et la personne qui n'est pas forcément représentée. En 2025, les personnes sourdes s'intègrent quelque part, on change un petit peu de regard. La perception de l'identité sourde est visible dans l'art, alors que ce n'était pas forcément à l'époque le cas, mais à l'époque, c'était vraiment la valorisation de l'art en tant que tel, de l'activité artistique en tant que telle, et pas forcément de la personne artiste sourde. Alors évidemment, lorsqu'on voit les débuts dans des œuvres d'art, on sait que ça existait depuis le Moyen-Âge déjà, mais en fait, on n'avait pas encore le nom d'artiste. C'est pour ça qu'on parle du début de la Renaissance, parce qu'on nomme pour la première fois les artistes en tant que tels, même s'il existe depuis très longtemps. Alors, il y a plusieurs artistes sourds et sourdes qui ont été vraiment très importantes dans l'histoire et qui ont vraiment eu des parcours de vie différents en fonction de leur éducation, de leurs expériences de vie, de leur éducation artistique, culturelle, sociale. Parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Par contre, on sait que la langue des signes a été très importante dans la création d'œuvres artistiques. Peut-être que c'était la langue des signes à l'époque, des moines qui utilisaient les signes pour communiquer entre eux, ou d'autres écoles, ou d'autres. On ne sait pas exactement d'où ça vient. En tout cas, on sait que visuellement, le monde est différent, via la langue des signes notamment. Alors, la version célèbre qu'on cite la plupart du temps, c'est bien sûr Léonard de Vinci qui parle des personnes sourdes. Vous avez les différences et vous avez justement le texte de l'article. Et derrière, il parlait de la peinture, du mouvement et du mouvement mis en dessin, mis en image. Et il avait représenté le dans les anciens, donc les personnes sourdes étaient les meilleures, les plus capables de représenter le mouvement en image. Il faut s'imaginer représenter en 2D un mouvement évidemment qui va devenir enfin. On veut montrer une volonté rythmique du mouvement sur l'œuvre. Ce sont les artistes sourds qui étaient les meilleurs puisque eux-mêmes utilisaient déjà le mouvement dans leur langue de tous les jours en 3 dimensions, étaient forcément les mieux placés pour représenter l'œuvre au tableau. Alors je me demandais si Léonard de Vinci avait signé. Ça veut dire que c'est la langue des signes à l'époque. Moi je fais l'hypothèse que oui parce qu'il était italien d'origine. Je pense que là-bas c'était un peu plus facile de s'exprimer par gestes, etc. Et donc, peut-être que Vinci, quelque part, arrivait avec des configurations peut-être libres et créatrices, mais en tout cas, en langage humain, à communiquer avec les personnes sourdes, peut-être via la langue des signes. Donc, on a beaucoup innové, mais on essaye aussi de réhumaniser quelque part ces artistes sourds, et c'est un peu mon travail aussi. Donc, je parlais du geste représenté de façon picturale. Pourquoi je voulais vous présenter le geste en premier ? Parce que le premier artiste sourd dont je vais parler a été le professeur de Léonard de Vinci lui-même. Alors imaginez évidemment la responsabilité. Donc c'est Cristoforo di Predis. Il est d'origine italienne, évidemment, et il a vécu à Milan. C'est un artiste grandiose, de très grand talent. Il faisait des petites images picturales, des représentations picturales minimalistes. Et il a eu des frères entendants, c'était l'aîné de la fratrie. Et c'est lui qui a enseigné à sa sœur et son frère à justement représenter de façon picturale tout ce qui était trait en général du monde qui l'entourait. Et Léonard de Vinci s'est joint à ces cours, en fait. Il est un peu le précepteur de la famille et Léonard de Vinci était à leur côté. Alors on ne connaît pas exactement les détails précis de sa vie. Peut-être que d'autres personnes, même ici dans cette salle, pourraient chercher sur Cristoforo di Predis sa vie plus précisément. Mais en tout cas, ce qui nous reste de son œuvre, ce sont ses peintures un peu minimalistes sur des petits formats
qui venaient de commandes la plupart du temps. Et les commandes, c'était vraiment du bouche à oreille à l'époque. C'était un artiste reconnu et ses compétences étaient reconnues. Et donc, il y a eu le réseau qui s'est fait et le bouche à oreille qui s'est fait pour la commande de ses peintures. C'est ça qu'on a retenu de lui. Il peignait des thématiques qui étaient plutôt religieuses, évidemment, à l'époque, mais qui aussi transmettaient un message. Il avait l'idée, on ne savait pas si c'était par la langue des signes ou par la langue écrite qu'il dessinait, mais en tout cas, il avait un message à faire passer par le dessin. C'est ce qu'on remarque dans son œuvre. Et puis l'autre chose qui est intéressante aussi à ce propos, en fait, évidemment, il habitait Milan et c'était toujours une question de tutelle aussi. Il fallait laisser son frère autonome et lui voulait avoir une autonomie certaine dans sa famille, etc. et être libre d'être autonome dans sa famille. Et ça, c'est très important puisque c'est cette autonomie par les compétences, c'est la reconnaissance de ses compétences, de son talent qui a permis d'être considéré comme père dans la société. Et justement, c'est un artiste sourd, talentueux, célèbre. Et justement, c'est par ses compétences qu'il a finalement réussi à être à l'égal de la société, mais pour autant, dans son œuvre, on ne voyait pas du tout la surdité. Et c'était vraiment une œuvre qui existait en tant que telle. On ne voyait pas la personne derrière l'œuvre, quelque part. Alors, on le voit dans les textes, mais en fait, il minimise assez sa surdité. En fait, c'est très peu mis en valeur. C'est vraiment des sourds artistes, mais on précisait qu'ils étaient sourds comme si on aurait précisé qu'ils étaient blonds. Il n'y avait pas particulièrement de manifestation de la valorisation de la surdité comme un artiste, etc. Non, c'était vraiment l'œuvre qu'on montrait et l'artiste en tant que tel. Donc, c'est une question qui est intéressante à poser. Est-ce que finalement c'est la surdité qui l'a rendu artiste ou est-ce que c'est l'inverse? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui était important à l'époque, c'était l'œuvre. On ne parlait pas encore de la surdité de l'artiste qui aurait pu influencer son œuvre. On parle par contre de son parcours et de comment il en est devenu là. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que tout le monde me suit? Parce qu'il y a pas mal de thématiques qui se bousculent les unes les autres. Donc je parlais de cet artiste-là, et à la même époque, donc il a côtoyé bien sûr Léonard de Vinci, et il y a un autre artiste sourd qui vivait dans le même environnement, ils se sont sûrement croisés à l'époque, dans les recherches en tout cas qu'on a faites. C'est Beto di Pinturicchio, qui vient de Sienne. Alors moi, en tant qu'historien, il a vraiment été un des artistes de la cathédrale de Sienne, et on le voit, il a peint la chapelle en fait de la cathédrale de Sienne. Et quand on observe ses peintures, elles sont magnifiques. Je ne pourrais pas les analyser techniquement, ça n'est pas mon métier, hein, je ne suis pas historien de l'art comme vous. Pour autant, je regarde un petit peu ce qui traverse les œuvres d'artistes sourds, et en fait, je suis sûre que par ces œuvres-là, transparaît l'éducation des personnes sourdes qu'elles ont eues, et qu'elles ont reçues en langue des signes notamment, par peut-être les moines à l'époque, on manque encore d'informations, mais en tout cas, on voit la trace de cette langue des signes dans ces œuvres. On voit déjà quelque chose qui ressemble dans plusieurs œuvres sourdes, et qui sont traits à l'éducation qu'ils ont reçue en fait. Donc cet artiste a vécu à Sienne, à Milan, à Florence, à Rome. Il a pas mal parcouru l'Italie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été dans sa localité assez connue, mais plutôt voyageur. À la Renaissance, c'était souvent le cas, hein, des artistes qui se baladaient pas mal, et notamment qui étaient invités par le Vatican, par exemple. On le voit d'ailleurs sur certains portraits. C'est Alexandre VI, qui était le pape à l'époque. Et on les voit sur un portrait commun, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Ça veut dire que le pape a sélectionné cet artiste pour le faire venir à la cour du Vatican pour qu'il réalise des peintures dans le Vatican. Donc ça n'est pas anodin, évidemment, on considérait vraiment que les artistes sourds étaient reconnus à leur juste valeur. Si on devait le traduire peut-être à l'époque actuelle, on pourrait imaginer, je ne sais pas, une personne sourde artiste qui soit invitée par le président américain pour peindre la Maison Blanche, quoi. On est quand même sur ce niveau-là de reconnaissance aussi artistique, donc c'était vraiment pas rien pour un artiste sourd à l'époque. Alors c'était un artiste peintre, mais aussi sculpteur. Il travaillait avec pas mal de petits morceaux de pierre qu'il agglomérait ensemble. Il a une vie assez longue, hein, donc on s'imagine qu'il a croisé d'émérites et d'éminents personnages. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël. Il a été vraiment au croisement et dans les mêmes générations que ces artistes-là. Et donc évidemment, ça a été aussi des inspirations entre tous ces artistes qui se sont croisés à la même époque. Donc il faut vraiment se rendre compte que c'est un microcosme tout ça. On ne peut pas séparer les artistes quelque part entre eux. Leurs œuvres, elles discutent en elles, leurs œuvres en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été très inspirant et ils se sont beaucoup appris mutuellement. Le troisième artiste que je voulais vous présenter, c'est un artiste d'origine espagnole. Et là, on fait un saut de 100 ans.
Alors, il y a d'autres artistes sourds qui ont été dans cette époque entre ces 100 ans-là, mais on les voit un peu disparaître parfois malheureusement. Et celui-ci, par contre, qui s'appelle Navarrete, Juan Fernandez Navarrete, il a un signe qui est comme un chapeau sur la tête, est espagnol et comment pourrais-je vous expliquer un petit peu l'époque? C'était un artiste peintre, on le retrouve dans certains textes, il a été éduqué par des moines qui savaient la langue des signes, donc il a été éduqué en langue des signes. Mais ce qu'on voit par contre dans son œuvre, il peignait pour le roi d'Espagne. Et en fait, à l'époque, le roi d'Espagne, c'était vraiment comme le président américain en termes d'influence économique, sociale et culturelle sur le monde entier. Donc peindre pour le roi d'Espagne, qui s'appelait Escuel, les peintures, en fait, célébraient dans les sépultures des rois d'Espagne, il y avait une sorte de petite chapelle, et donc c'est là-dedans que ce peintre Nazaret a réalisé tout un tas de peintures dans la chapelle des rois morts d'Espagne. Et en fait, lui n'était pas d'accord sur les mensurations de son tableau. Il a beaucoup débattu avec le roi d'Espagne pour que ses œuvres ne soient pas modifiées, pour qu'elles rentrent dans l'esprit architectural de l'époque. Et donc en fait, on reconnaît dans son œuvre et dans son personnage, dans sa vie, quelqu'un qui s'est beaucoup affirmé pour affirmer ses idées et la façon dont il voulait que ses œuvres soient représentées sur le mur, alors que la chapelle nécessitait par exemple de couper en haut et à droite les tableaux. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment dans sa vie et qui l'a fait avancer. C'est ce qui a été remarquable, en tout cas, dans la vie de ce peintre espagnol. On avance encore un petit peu. Juste après Nazareth, en Espagne, il y a Haverkamp qui est hollandais, qui a vécu à Amsterdam. Et parfois on reconnaît ce nom, et en fait, il a été sourd, mais parfois on l'oublie dans les biographies et dans les traces qu'on retrouve sur cet artiste-là. L'œuvre d'Haverkamp a été assez célèbre. Il représente des scènes d'hiver avec des patinoires enneigées et des patineurs et des patineuses ensemble. Et en fait, sur ces œuvres-là, c'est intéressant de reconnaître, par exemple, l'œuvre sourde sur la représentation visuelle de la vie. Le mouvement, la vie qui habite un petit peu ces tableaux, ces œuvres est assez phénoménal. Et c'est ce qu'on retrouve chez ce peintre-là. Et quand on fait un zoom sur l'espace, on retrouve vraiment l'articulation des détails, des personnages, et vraiment le regard sourd quelque part sur la précision du geste, la précision sur la personne qui se mouche, la personne qui tombe sur la patinoire, etc. Ça, c'est vraiment le regard qu'on pourrait qualifier de regard sourd, et c'est ce qu'on remarque vraiment dans l'œuvre d'Haverkamp. Alors le parcours et l'éducation d'Haverkamp restent encore assez mystérieuses, on a peu de traces sur ce qu'il a vécu dans sa vie. Par contre, on sait qu'il n'y avait pas de langue des signes à l'époque de sa vie. Lorsqu'il a vécu à Amsterdam et en Hollande à cette époque, on parle de la fin du XVIe à peu près, on manque encore de détails, puisqu'il n'a plus d'archives, les moines avaient tout effacé. C'est le moment de la religion catholique qui devient protestante, avec énormément d'archives qui ont été supprimées à dessein, en fait. Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite? Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Tout va bien? Parce que voilà, je peux aller trop vite, c'est mon style, je vais très vite, donc n'hésitez pas à me demander de ralentir, je peux. Bien. C'est bon? Prête? Très bien. Encore pareil, en parallèle, je parle toujours en parallèle, un autre artiste qui vit à peu près aux mêmes époques, Heimbach, qui lui vient du nord de l'Allemagne et est descendu après à Rome. Donc il est passé de l'Allemagne à l'Italie, a fait les allers-retours entre le nord de l'Allemagne et Rome. Et donc, même question. On se pose des questions sur son parcours, comment il a grandi, où est-ce qu'il a été instruit, qui l'a instruit également à l'époque. En Allemagne, on sait que la religion protestante a pris le dessus, donc les moines et leur langue silencieuse a disparu. Et donc, apparemment, il ne parlait pas en tout cas. Il ne parlait pas vocalement, donc il était vraiment en gestuel. Petite parenthèse, à cette époque, dans les textes historiques, on parlait d'artistes, de grands artistes. Mais on ne notait jamais le fait qu'ils étaient sourds. Si jamais ils le disaient eux, s'ils en parlaient, on n'en parlait pas. Donc ça voudrait dire que finalement, eux-mêmes étaient surtout signeurs, je pense. Étaient vraiment en langue des signes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire sourd-signeur, on va parler de oraliste ou pas, mais à l'époque, c'était vraiment très rare qu'on parle de ça, de la différence linguistique en fait, entre les sourds qui signaient et les sourds qui parlaient. Donc là, pour Wolfgang Ambach, bien sûr, et donc, il est sourd, il se rend à Rome, il a peint aussi des tableaux pour le Vatican, donc il a été appelé par les rois, il a beaucoup voyagé, beaucoup travaillé, et donc il a été vraiment reconnu comme un des meilleurs de sa génération. Donc tous ces artistes dont je vous ai présentés sont vraiment de très très grands artistes. On avait aussi des artisans et des artistes qui travaillent dans différents niveaux, bien évidemment, mais là je vous montre vraiment des personnes qui ont fait des chefs-d'œuvre.
À cette époque, en Italie, il y a Luca Riva, qui lui était à Milan, un artiste peintre qui a travaillé sur des tableaux qui malheureusement ont disparu. La seule trace que nous avons de son travail, c'est un testament qu'il a lui-même dessiné. Il a dessiné entièrement son testament. Il ne savait peut-être pas très bien écrire, il a préféré dessiner pour pouvoir expliquer où irait son legs, à qui iraient ses legs. Donc on voit sur les dessins qu'il transmet par exemple à une femme, on voit sur un autre dessin en fait où il paye visiblement ses dettes de jeu. Donc il a dessiné en fait différentes scènes de vie pour valider en fait. Il a validé son testament artistiquement. C'est simplement visuel. Et c'est assez exceptionnel d'avoir une trace de ce style-là. Il n'avait pas d'enfant. Donc, ça signifie que c'est sa femme et les cousins, oncles, la famille en fait éloignée qui a récupéré son testament. On pense qu'il y a une vingtaine de dessins qui ont été faits. Là, j'en ai montré 4 traces qui sont visibles, mais on pense qu'il y a 20 feuilles en fait qui sont présentées. Donc, on a beaucoup de personnes donc, en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais il manquait un pays peut-être, il manquait un Français pour compléter ce tableau. Donc, des artistes français, on va dire que c'est des gens qui vivaient un petit peu plus dans l'ombre. Ils n'étaient pas si reconnus que les artistes que j'ai présentés jusqu'à présent. Alors, Étienne Defay a fait un énorme travail, donc je vais parler un petit peu plus davantage. On ne peut pas, par exemple, parler d'un artiste. Il a beaucoup dessiné. Il a énormément dessiné. Il est surtout architecte. Il a fait beaucoup de recherches historiques et archéologiques. Pour son époque, c'est assez remarquable. Il a beaucoup réfléchi en fait aux œuvres. C'était un artiste et un intellectuel à la fois. Et Étienne Defay est quand même particulier. Donc, il a créé le dessin que je vous ai mis à l'écran. C'est en fait une sorte de... C'est comme des pierres, en fait, une sorte d'armoire d'archives, en fait, qu'il a utilisé pour ensuite enseigner à des enfants sourds. Il a été enseignant, Étienne Defay également. Donc, il a voulu transmettre aussi un patrimoine historique et culturel aux enfants sourds. Étienne Defay a grandi chez les moines. C'est les moines qui lui ont enseigné directement la langue des signes et il a transmis également lui-même après par la suite. Il a vécu à Amiens. Et à Amiens qui a été en fait détruite et reconstruit. Et donc il a lui-même réalisé les travaux du monastère d'Amiens. Donc il a vraiment plusieurs casquettes. C'est aussi un grand artiste avec plusieurs casquettes. Et donc on se demande aussi comment il a pu communiquer avec tous les ouvriers avec qui il a travaillé. Il était bien évidemment accompagné d'interprètes. Avec un moine qui traduisait pour lui dès qu'Étienne Defay prenait la parole en langue des signes auprès des personnes de la population. Donc c'était après 1165. Les artistes que j'ai présentés avant, pareil, étaient accompagnés d'interprètes. On a des traces qu'il avait de l'interprétation en langue des signes qui se faisait. Même si la personne ne savait pas écrire, ne connaissait pas l'italien, l'allemand, etc., il était en langue des signes. Ce qui est important toujours pour ces artistes-là, c'est de montrer qu'ils étaient artistes. Ils ne parlaient pas du tout de leur surdité. Ils ne mettaient jamais en avant le fait qu'ils étaient sourds. Tout va bien? Jusque-là, ça va? Je ne vais pas trop vite, il n'y a pas trop d'informations. Bon, très bien. On continue. Donc Étienne Defay a été un artiste architecte, archéologue. Il a été aussi le premier sourd vraiment reconnu en tant qu'enseignant auprès d'enfants sourds. De cette époque, donc jusqu'à sa mort, il y a encore eu plus de traces, mais il y a après une autre personne avec un parcours assez étonnant, c'est Claude-André de Senne. Son frère est entendant, artiste sculpteur, ils sont tous les deux sculpteurs, parfois on les confond par leur nom. Son frère s'appelle Louis-Pierre, lui Claude-André. Ils sont tous les deux artistes. Claude-André, donc sourd, ne savait pas très bien écrire. Par contre, au niveau de ses sculptures, il était assez exceptionnel. C'est le sculpteur officiel de la Révolution française. Je dis ça parce que à l'époque des rois, il y a eu les rois, et après au moins la Révolution, certains artistes ont été appelés pour faire énormément de sculptures, de tableaux, de portraits, etc. Donc de Senne a fait des portraits de Robespierre, par exemple. Des portraits également de Danton, la femme de Danton. Et donc, pour vous raconter une petite anecdote, est-elle vraie, est-elle fausse? Je ne peux pas le dire encore aujourd'hui devant vous. Mais l'anecdote veut que
la femme de Danton, Danton était parti, sa femme est décédée pendant que son mari n'était pas là. Et quand Danton est rentré, pris de chagrin, une semaine après sa mort, il a souhaité vraiment garder un souvenir de sa femme. Et il a fait appel justement à De Sène, qui a déterré le corps de sa femme, a fait un moulage de son visage et a pu refaire le buste que vous avez ici en photo. Voilà. Donc apparemment, il a dû faire un moulage d'un cadavre pour faire ensuite la sculpture. Bon, c'est ce que dit la légende. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que Danton, homme politique quand même célèbre, appelle un artiste sourd pour travailler à la création quand même, pour sculpter le buste de sa femme, ce qui est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une relation de confiance qui est quand même incroyable. Parce que jusqu'à présent, pour l'époque, les personnes sourdes, oui, on pouvait leur faire confiance pour du travail de qualité, bien évidemment, pour leur sérieux, oui. Enfin, il n'y a pas de débat, pas d'hésitation. Les artistes étaient appelés, en fait, parce qu'ils étaient vraiment des artistes de qualité. Après, petit à petit, les choses ont changé. Parce que, petit à petit, les gens se sont dit « Ah, mais il est sourd, il ne peut plus, il ne peut pas faire ». Et de plus en plus, cet esprit-là a pris le dessus. Et donc, au moment où, j'ai dit pendant un temps que les artistes sourds ne montraient jamais qu'ils étaient sourds, finalement, ils étaient artistes avant tout. C'était important, c'était le rare, parce que tout simplement, ils étaient sourds, ils ne disaient pas, ils n'en parlaient pas, ils ne voulaient pas le montrer. Et après, ils faisaient exprès de ne pas se montrer, en fait. Au début, on n'en parlait pas, mais après, ils ne voulaient pas le montrer de peur, en fait, d'être rejetés. Petite parenthèse, dans mes recherches sur les artistes, sur les tableaux, sur les œuvres sourdes, etc., on ne marque jamais, en fait, qu'ils étaient sourds. J'ai posé un jour la question à un marchand d'art, je lui ai demandé pourquoi est-ce que ce n'est jamais écrit que tel artiste est sourd. Il m'a dit parce que le tableau va être dévalorisé, malheureusement, monétairement. Il va être dévalorisé si on sait qu'artiste est sourd. Donc le message est clair quand même. Ici, donc, De Sène est un artiste reconnu, un sculpteur reconnu qui a énormément travaillé. Après la Révolution française, il a beaucoup moins travaillé parce que justement, il était estampillé artiste révolutionnaire. Et donc, après ça, il a moins eu sa place jusqu'à sa mort, malheureusement. Mais il est quand même resté très célèbre pour ses sculptures. À la même époque, en parallèle, enfin apparaît une artiste femme, une femme sourde. Fanny Robert. Ce qui est intéressant avec le parcours de Fanny Robert, c'est que, donc à l'époque, les artistes peintres femmes de 1700 à 1800, toute cette période-là, ils se sont certainement croisés. Elle arrive un peu en dernier, mais en tout cas, c'est une femme qui a disparu malheureusement de mémoire, parce qu'après, avec Napoléon III, l'oppression, etc., elle s'est retrouvée un petit peu, malheureusement, mise dans l'ombre. Mais c'est une artiste qui a peint des tableaux assez réalistes, assez simples, va-t-on dire, mais qui, dans ces tableaux, voulait montrer qu'elle était vraiment artiste, et aussi voulait montrer que c'était une femme. Elle revendiquait sa place de femme, et aussi sa place de femme sourde. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la majorité des femmes sourdes ne sont pas éduquées, malheureusement. Elles sont reléguées, elles ne peuvent pas représenter, elles ne sont pas valorisées, etc. Parce que c'est toujours les parents qui sont derrière, qui forcent les enfants, qui sont derrière pour éduquer, pour pousser. Donc elle a été quand même poussée par ses parents. Elle a des frères et sœurs sourdes aussi également. Et c'est grâce à cette fratrie qu'elle a réussi à arriver au sommet, finalement, qu'elle a réussi à se représenter en tant qu'artiste, vraiment comme une femme importante, et une femme sourde qui a pris toute sa valeur. Ce qui n'était pas le cas malheureusement pour les autres femmes de l'époque. Pendant cette période-là, c'est la première fois, on parle des salons artistiques, c'est la première fois que des femmes sont exposées au salon des artistes. Ça a été la première femme sourde à y être exposée, en ouvrant la voie finalement. Elle a vraiment ouvert la voie après à d'autres artistes sourds et sourdes. C'est grâce à elle que d'autres hommes, après, ont pu se rendre dans les salons des artistes. Elle a passé le flambeau, donc Fanny Robert, à un autre artiste, homme par contre, Léopold Lousteau, qui lui est nommé en langue des signes française sur ses moustaches et sa petite barbichette. Il a eu une très grande carrière de peintre, on va dire 50 ans de carrière. Une vie artistique très très riche et très longue. Il a été présent dans beaucoup de salons, tous les ans, il était présent dans tous les salons, il a vendu énormément de tableaux. Il a pu vivre de son art, clairement. Il a vécu très confortablement de son art.
Il s'est marié à une femme sourde, bien évidemment. Il a eu des enfants qui ont toujours vu leur père peintre, en tant qu'artiste, en tant que père. Il a une relation familiale très riche et très, très forte. Petite histoire aussi sur sa vie. Son fils a raconté que quand il a vu son père mort, il l'a vu assis face à un tableau avec dans une main sa palette et dans l'autre son pinceau. Il serait mort comme ça, en fait, en peignant, finalement. Il a été artiste jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'au bout, il est mort en peignant, finalement. Donc c'est une histoire très, très touchante. Et sa descendance a justement écrit un livre, a écrit une biographie sur cet homme artiste et également militant, où lui se représentait en tant que sourd, en disant « Oui, en tant que sourd, je suis capable. On peut tout faire, nous les sourds. » La société se disait que non, les sourds ne pouvaient pas. Lui, il se battait en disant « Oui, nous, on peut. Je peux, en fait, je suis un artiste reconnu et les sourds, nous sommes capables. » Et donc il s'est battu tout au long de sa carrière pour se faire reconnaître en tant qu'artiste et surtout militant sourd. Avant ça, tous les autres artistes dont j'ai pu parler n'étaient pas du tout militants. Là, enfin, on peut parler de militantisme sourd à travers l'art. Donc c'était vraiment une mise en avant de la langue des signes française par de l'oralisme et vraiment un combat pour une reconnaissance de l'identité sourde. Est-ce que tout va toujours bien? J'ai encore tout un tas d'artistes à vous présenter, hein. Je peux vraiment tenir longtemps. Alors, là, on va passer plutôt à une ère d'artistes qui sont plutôt sculpteurs et sculptrices, et notamment Félix Martin. Félix Martin a aussi un signe qui représente ses cheveux en langue des signes. Il vient d'une famille d'avocats assez républicains qui se battent pour le droit à l'égalité de toutes et tous contre l'esclavage, etc. Et dans son art, on voit ce militantisme qui est à la fin du 19e. Il a été à l'école Saint-Jacques, qui existe encore aujourd'hui, l'Institut national des jeunes sourds. Et en fait, c'est lui le sculpteur de la sculpture de l'abbé de l'Épée qui trône au milieu de la cour de Saint-Jacques aujourd'hui. Donc on a pas mal de traces de l'histoire sourde sur cet artiste-là, sur Félix Martin. Il y a eu des circonvolutions entre l'achat ou pas de la sculpture et finalement, en fait, la sculpture a été offerte à l'Institut national des jeunes sourds à condition que l'artiste puisse choisir l'endroit où elle allait être exposée. Et en fait, il a choisi qu'elle soit exposée en plein milieu de la cour pour montrer que justement son art était reconnu et qu'il voulait se battre pour ça et qu'elle avait une place de choix. Là, on est en 1879. La statue a été posée en 1879 et il a eu la Légion d'honneur à la même époque. Donc c'est vraiment un artiste qui a été très valorisé de son vivant et qui s'est beaucoup battu pour le droit des personnes sourdes et pour le droit humain, pour le droit à l'égalité de toutes et tous. Il a notamment revendiqué cette sculpture qu'on voit sur le PowerPoint, c'est la sculpture Chasse aux nègres. Elle est exposée dans des musées français, elle se balade pas mal, et donc c'est une critique de l'esclavagisme qui continue à l'époque sur le territoire américain. Et ça a été vraiment un message, il s'est vraiment battu pour le droit humain en règle générale, et ce militantisme se retrouve dans son art, clairement. Voilà, donc ça, Félix Martin, c'est vraiment un exemple du militantisme dans l'art qu'on peut représenter. Alors, il a croisé la route de son vivant, justement, d'un artiste peintre assez célèbre, qui a été notamment au Moulin Rouge. Peut-être que ça vous parle. Est-ce que vous avez une idée de qui je parle? Et voilà, Toulouse-Lautrec, je l'ai entendu quelque part. Oui, Toulouse-Lautrec, de toute façon. Et effectivement, qui était son professeur, à votre avis? René Princeteau, qui était sourd également. Donc on retrouve encore un précepteur sourd, un grand artiste entendant. Donc je parlais de Vinci, qui a eu lui-même un instructeur sourd, et de la même façon, Toulouse-Lautrec aussi a eu un instructeur sourd. En fait, Toulouse-Lautrec, jeune, a reçu vraiment une éducation artistique, culturelle et sociale de René Princeteau, qui était un artiste sourd. Donc en fait, c'était le père de Toulouse-Lautrec avait le château voisin, tout simplement, de René Princeteau. Et vous le savez, Toulouse-Lautrec avait une pathologie particulière aux jambes, mais son père voulait quand même qu'il reçoive une éducation privilégiée, et donc l'a invité finalement dans le château de son voisin pour discuter art, discuter société, discuter de choses et d'autres en langue des signes. Et ça a permis aussi à Toulouse-Lautrec de s'exprimer en tant qu'artiste. Et René Princeteau lui-même a vraiment participé à toutes les fêtes du Moulin Rouge, le French Cancan, etc. Vraiment, René Princeteau était un invité privilégié. Et Toulouse-Lautrec, finalement, a découvert tout ce monde-là par René Princeteau. Et c'est lui qui, finalement, est devenu renommé mondial. Donc la question que je pose aujourd'hui, René Princeteau, qui était une personne sourde, imaginez s'il n'avait pas existé, peut-être que Toulouse-Lautrec n'aurait pas existé non plus. Et donc c'est ça qui est joli dans les intrications d'histoire, c'est que ce sont les croisements et les rencontres qui font les artistes aujourd'hui.
Alors lui était artiste pictural et aussi sculpteur, mais il était aussi photographe. Alors et là, on parle de Bruno Braquet, qui a un signe en langue des signes qui ressemble à celui de la photo à l'époque, puisqu'il utilisait l'appareil photo pour la première fois. Il est vraiment passé de peintre à photographe. Et là, on est dans les années 1850, où le début de la photographie, on en parlait tout à l'heure, c'est l'anniversaire de la photographie, avec son épouse Mathilde Gouin, avec qui il a beaucoup travaillé. En fait, son épouse était coda, c'est-à-dire qu'elle était enfant de parents sourds et elle était elle-même artiste. Et donc, quand ils se sont mis en couple avec Bruno Braquet, ils ont travaillé la photo. Et le père, d'ailleurs, de la femme de Bruno Braquet, de Mathilde Gouin, était lui-même photographe, il était coloriste. C'est-à-dire qu'il remettait de la couleur sur les photos avec de la peinture. Il a même fait des expérimentations de 3 dimensions sur ses tableaux et ses photos. À l'époque, en fait, on avait plusieurs prises de vue sur plusieurs angles différents. Et ça permettait d'avoir une vision un peu décalée pour voir finalement, enfin c'était les débuts de la 3 dimensions, pour voir le paysage un petit peu en décalé. Il est décédé assez tôt et en fait c'est Bruno Braquet en tant que beau-fils qui a continué le travail de son beau-père. Et il a été vraiment très célèbre puisque ça a été la commune en 1871. Il a vraiment fait partie et il a fait beaucoup de photos des communards et des communardes pendant toute la révolution de l'époque. Et en fait, il était quelque part accrédité à l'époque, même si le mot serait un néologisme à l'époque, pour vraiment participer à toutes les révolutions. En fait, c'est lui qui a permis de faire des photos des barricades qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir une trace de la commune aujourd'hui. Alors, j'aurais encore tout un tas d'artistes. J'ai l'impression qu'on arrive cependant à la fin de mon tour de parole. Je pourrais vous en parler des heures durant, de tous les artistes et finalement d'un métier prolixe, qui ont été des métiers très différents, parfois photographes, parfois peintres, et en tout cas, toujours très visuels. Ce que je voulais dire, c'est que ces artistes ont réussi aussi grâce à leur entourage, à leurs parents et à l'éducation qu'ils ont reçue. En fait, les artistes qui venaient de familles assez ouvrières, agricoles, etc., n'avaient pas malheureusement les moyens. On parle déjà de gens privilégiés qui sont devenus artistes sourds. Ils venaient de familles déjà privilégiées. Et puis, il a fallu aussi avoir du réseau, quelque part politique et social, pour permettre à ces artistes sourds d'être reconnus. Et c'est pour ça que malheureusement, vers la fin du 19e siècle, on met les sourds un petit peu de côté. Et l'art sourd s'éteint un petit peu parce que malheureusement, le modèle médical du handicap prend le pas et on efface les artistes sourds et les talents sourds pour ne parler que de déficience. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est intéressant dans la période 1900, c'est la Troisième République, il y a énormément de commandes gouvernementales étatiques, de sculptures, de peintres, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent de leur art à cette époque du fait des commandes publiques quelque part. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit justement sur Paul Chopin et Marie-Céline Rocher, qui étaient en couple à l'époque, ils sont mari et femme. C'est un couple assez remarquable parce que lui faisait des sculptures énormes, gigantesques, mais il avait très peu de revenus suite à ça, alors que sa femme faisait des petites peintures très minimalistes et les a énormément vendues. Et donc finalement, c'est un art assez contradictoire, mais c'est la dame qui subvenait aux besoins de son mari à l'époque, alors qu'ils étaient en plus un couple sourd, donc c'était déjà très précurseur. Ce qu'on peut retenir en tout cas de tout ça, c'est que ce qui est très intéressant, dans ce couple-là, on voit aussi les petits-enfants qui se rappelaient de leurs grands-parents qui utilisaient la langue des signes. Donc on voit des traces de langue des signes, on voit des personnes sourdes qui utilisent déjà la langue des signes à l'époque pour communiquer. Et donc là, voilà, on arrive au début du 20e, fin du 19e, et là, ça s'éteint un petit peu, les arts sourds s'éteignent. Parce qu'en fait, l'éducation en langue des signes commence à être interdite au profit de l'oralisation et l'oral à tout prix. Ce qui a fait que malheureusement, toute la culture, l'enseignement cognitif, culturel, social, qui était possible en langue des signes, s'est complètement amoindri en langue vocale, puisque ça n'était pas la langue des personnes sourdes, et que les incompréhensions ont fait qu'elles n'ont pas pu avoir l'érudition nécessaire peut-être pour faire valoir leur art. Donc on a vraiment un moment qui s'éteint un petit peu pour remonter finalement vers la fin du XXe. En conclusion, c'est ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu toujours des artistes sourds, mais il faut un petit peu aller à la recherche biographique et archéologique de ces traces d'artistes sourds. Ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est qu'on ne voit pas forcément la surdité dans les œuvres des artistes sourds et sourdes. Parfois, on le remarque parce qu'ils peignent des paysages ou des choses un peu visuelles, des espaces en 3 dimensions. On remarque un petit peu l'aspect visuel de la façon de voir le monde dans leur œuvre, mais pour autant pas la surdité en tant que telle. Alors qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, on parlait de la femme américaine Sun Kim.
ce matin qui montre réellement ses mains, la langue des signes américaine, etc. Il y a une vraie trace de sa surdité dans son œuvre, alors qu'à l'époque, on ne voit pas particulièrement la surdité dans l'œuvre des artistes. Ce qui est important aussi de noter, c'est que à l'époque, c'était aussi important de montrer que les sourds pouvaient, dans certaines époques, ou au contraire, à une époque un peu plus tardive, les sourds se sont cachés derrière leur œuvre. Et ça, c'est vraiment une trace et un exemple de ce que la société traverse aussi. Certains ont fait le choix d'être simplement artistes et d'autres artistes ou militants, ça dépend des gens. Mais voilà, c'était un petit peu le catalogue de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute.